Le 23 avril dernier, la ministre des Ressources naturelles a déposé un projet de loi, le projet de loi 97 sur l'exploitation de la forêt. Ce projet de loi propose une exploitation de la forêt publique qui représente 92% de la forêt au Québec, en 3 tiers, en 3 zones. Une zone essentiellement dédiée à l'exploitation massive du bois, une zone où il y aura de l'exploitation, mais il y aura aussi une mixité d'utilisation, et une dernière zone qui sera protégée. Mais où sont les droits des Premières Nations à travers ce genre de projet? Est-ce que vraiment on peut subdiviser des terres qui sont des terres ancestrales non cédées des Premières Nations? Quelle est l'histoire de la résistance des Premières Nations face à l'exploitation de leur territoire? Je suis Haroun Boazi, député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale du Québec. Bienvenue à Champ Gauche, le balado qui ne s'excusera pas de revenir à la racine des enjeux. J'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir M. Lucien Wabanonik, chef de la nation Anishinaabe du lac Simon. Kwe, bonjour. Kwe Shaba. Alors, on s'est rencontrés il y a déjà maintenant peut-être quelques mois, et puis on a eu la chance de se parler à plusieurs reprises, et je dois avouer que vous avez un parcours que j'aurais du mal à résumer, étant donné tout l'engagement que vous avez fait à travers les années. Fait que peut-être ma première question pour les gens qui vous ne connaissent pas, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, pas de problème. Écoutez, moi, mon parcours, j'ai commencé assez jeune avec mon père qui, lui, était chef. J'ai aussi mon grand-père, côté maternel, qui a déjà été chef aussi. Donc, je ne suis pas le premier, on va dire, de ma lignée. Vous êtes tombé dans la soupe. En quelque sorte. Oui, effectivement. J'ai fait plusieurs emplois, notamment comme technicien forestier. J'ai été reboiseur. Mon père qui avait une entreprise, on a engagé parfois 300 personnes de la communauté. Après ça, on m'a demandé, parce qu'il y avait des postes qui s'affichaient dans la communauté au Lac-Simon, j'ai postulé pour directeur général, ce que j'ai fait en quelques années. Ensuite, j'ai été dans d'autres domaines, cette fois-ci dans le monde politique. J'ai été demandé par les membres de la communauté, les aînés surtout, qui me demandaient si j'étais intéressé à occuper un poste de chef, parce que le chef il était malade, et donc il devait quitter son poste, ses responsabilités. Donc, j'ai été élu à l'an 2000. C'est à cette date-là que j'ai commencé à suivre la voie juridique, là. Pas juridique, mais plutôt politique. Mais juridique en même temps, parce qu'il y a des éléments juridiques dans tout ça. Oui, effectivement. Mais j'ai continué comme ça. Grosso modo, j'ai terminé mon mandat. J'ai perdu mes élections. On m'a demandé pour devenir grand chef à un moment donné. Là. C'est d'autres communautés qui commençaient à me connaître. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à occuper un poste de grand chef. Après mûre réflexion, moi et mon épouse, parce que ça impliquait quand même de voyager beaucoup à l'époque. Fait que j'ai accepté. Puis finalement, je suis rentré comme grand chef de la nation algonquine. Cette fois-ci pour plusieurs communautés, 9 communautés que je représentais à l'époque. J'ai fait 2 mandats comme ça, de 4 ans. Donc 2 mandats. Ça continue comme ça. J'ai fini mon mandat, j'ai lâché prise des postes de grand chef. J'ai continué, mais j'ai pris un temps d'arrêt de quelques mois. Puis par la suite, quelqu'un d'autre est venu me voir. Si je n'étais pas intéressé à combler les postes vacants au niveau politique, ce que j'ai accepté. Finalement, je suis rentré comme élu. Grosso modo, j'ai fait 2 mandats. Après ça, un mandat de chef qui a commencé il y a presque 2 ans. 2 ans maintenant. Fait que c'est un parcours de différentes responsabilités, mais qui est vraiment complémentaire. Fait que si la tradition dans le balado, c'est qu'on se tutoie. Fait que si tu veux bien, on va se tutoyer parce que je t'ai vu, vous voyez depuis le début. Mais si tu peux nous parler de la relation justement de la nation Anishinaabe et puis de ta communauté du lac Simon,
avec le territoire, justement, et puis peut-être les batailles des dernières décennies ou dernières années que vous avez menées? Écoutez, c'est une relation qui ne date pas d'hier. Vous savez que si tu ne me tutoies pas, je vais me remettre à vous voyez. Hein, c'est correct, on va y arriver. Oui, bien sûr, sans problème. Mais je disais donc que la relation qu'on a avec le territoire est millénaire. On n'est pas des immigrants, on ne vient pas de d'autres continents, ce que d'autres pourraient croire. Nous, on pense qu'on a toujours été ici. Donc, le lien que nous avons avec ce territoire, ce continent-ci, qui a eu plusieurs noms à travers le temps. Pour nous, elle n'a pas changé. C'est le même territoire que nous occupons depuis des millénaires. Cette relation-là est sacrée, dans le sens que notre attachement est très profond vis-à-vis tout ce qui entoure le territoire. Donc, la forêt, la biodiversité, les eaux, tout le faune et le flore. Parce que, vous savez, ce qu'on oublie souvent, quand on pense juste à l'industrialisation ou la récolte de forêt ou de bois sur la forêt, il y a des plantes médicinales qui existent sur le territoire. Puis, il a souvent été... les Premières Nations ont été très généreux en partageant beaucoup de ce savoir. Mais on n'en retire rien. On l'a partagé. L'industrie pharmaceutique ne dit pas grand-chose. Hein? Quand ils font des découvertes, ils font des études, oui, mais dans quel territoire, sur quelle plante, le lieu de récolte de ces plantes-là, ce n'est pas dit, ça. C'est rare qu'on le dise. Là. Mais c'est à peu près la même chose dans la relation avec les gouvernements. Vous savez, les premiers contacts, on a sauvé les premiers arrivants. C'est les premiers arrivants. On les a sauvés de la scorbut. Exact. Juste pour un petit rappel de l'histoire. Hein, il ne faut pas l'oublier. Mais l'existence du pays, veut pas, on le doit beaucoup aux Premières Nations. Ce qu'on a tendance à oublier. C'est exact. Vous saviez quelle vitamine manquait pour survivre à l'hiver et pas Absolument. eux. Exactement. On avait déjà tous ces éléments-là. On avait des récoltes. On avait nos propres spécialistes dans le domaine agricole. Ça existait. Oui, certains peuples étaient nomades, mais on n'avait pas cherché très loin pour bien vivre. Tout était là sur le territoire. On n'avait pas besoin nécessairement toujours de se sédentariser. Parfois, on était semi-sédentaire dans le sens qu'en temps estival, on s'installait, on faisait pousser quelques plantes, quelques végétaux. Mais toute la société a évolué depuis ce temps-là. Les Premières Nations aussi évoluent. C'est pas statique, hein, une société. Là. Ceux qui disent ou qui croient que c'est statique, là, je ne sais pas d'où ils tiennent leur histoire ou leur connaissance, mais à tout le monde, on regarde le monde, dans le monde où on vit, partout sur la planète, toutes les sociétés ont évolué. Exact. Peut-être pas au même rythme, mais on a tous évolué. C'est dit, la relation avec la Terre, là, c'est sacré. Là. Exact. C'est pas, oui, puis c'est une question d'évoluer différemment, c'est pas une question de rythme. Moi, ça m'a beaucoup frappé, justement... les relations, malheureusement, avec les Premières Nations. Moi, j'ai été presque essentiellement à Montréal depuis que je suis là. Donc, j'ai pas eu la chance de rencontrer des gens des Premières Nations qui sont encore en relation très, très forte. Enfin, au début, évidemment, en arrivant. Et puis, plus j'ai avancé, plus je me suis dit que l'idée, justement, que je me faisais des Premières Nations était une catastrophe, en fait. D'abord, évidemment, il n'y a pas un moule. Les gens sont tous différents. Ils ont des parcours différents, ils ont des réussites différentes, des traumatismes différents. Bon. Et puis, de l'autre côté, évidemment, que ça n'a absolument rien à voir avec l'image qu'on peut se faire des images d'archives qu'on peut revoir d'il y a maintenant 70 ans ou 100 ans, où évidemment les sociétés évoluent énormément. Bon. Et ça, c'est vrai pour tout, évidemment, pour économiquement, sociologiquement, la musique, l'aspect artistique est absolument extraordinaire aussi. Et puis évidemment, très, très moderne, mais très ancré dans une histoire qui, elle, heureusement, est encore
est encore présente et a survécu malgré le génocide, hein, parce qu'on va le nommer comme il est. Ouais. Donc, oui. Donc, on était rendu effectivement aux différentes batailles. Excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais. Maintenant, c'est moi qui vous vois. Bon, on va essayer d'y arriver. C'est l'habitude. Oui, c'est ça. Mais pour les batailles, il y en a plusieurs. Je vais vous dire, les batailles, il y en a plusieurs. Je vais quand même un peu reculer dans le temps. Hein, parce qu'il faut vraiment mettre les choses en contexte. Puis pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi il y a encore cette incompréhension-là? Donc, vous savez, dans les premiers contacts, il y a eu, nous, ce qu'on appelle une ceinture wampum. C'est la mémoire qui a été mise sur une ceinture des perles où tu as 2 lignes, mettons, 2 petites lignes qui vont un à côté de l'autre sans nécessairement d'avoir d'attachement. Ça, c'est un mémoire qui est collectif de beaucoup de Premières Nations. Puis, disons, des ceintures wampum, ça sert à se remémorer cette histoire-là. Puis ça existe dans quelques communautés. Dans la nation algonquine, Anishinaabe, Atikamekw, Mohawk, ça existe. Ces ceintures-là sont là. Ils sont gardés précieusement. Puis même, je dirais que je pense qu'il y en a peut-être même à Paris. Je ne me souviens plus l'endroit exactement, mais je pense qu'il y a eu cet emblème-là qui a été emporté. Mais ce que ça dit finalement, ces 2 lignes-là, ça dit... On va vous respecter. Vous allez respecter nos Premières Nations. Puis vous allez faire votre propre gouvernance sans perturber ou se perturber l'un et l'autre. Il n'y aura pas en anglais, on dit infringement. Mais c'est l'histoire qui a été pas nécessairement écrite en format lettre. Là. C'est plutôt une façon de se rappeler puis de signifier comme des hiéroglyphes, je dirais, un peu dans le genre. Mais ça, c'est les premiers contacts. Les Premières Nations ont ça, pour se rappeler. Ensuite, il y a eu plusieurs choses qui se passaient dans le temps, au cours des siècles. Ensuite, il y a eu quand même des batailles, des vraies guerres entre Anglais, Français, nous, les Algonquins, les Anishinaabe, comme plusieurs nations de Premières Nations à travers le Québec ici, on a été les alliés des Français. Il y a eu des batailles, bien sûr, il y a eu des pertes, mais vous savez, quand il y a eu la perte, quand la France a perdu la guerre contre l'Angleterre, nous, on était les alliés dans cette guerre-là. Mais en même temps, on avait une neutralité quand il y a eu ce genre de discussion avec Utrecht. Là, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, ce traité-là, le traité d'Utrecht. On n'a pas été signataire de ce traité ou de cette reddition-là de la France à la couronne anglaise. On n'a pas été dans cette reddition-là. C'était entre les 2 colonies. Exactement. Donc, on n'a pas été vaincus. Les Algonquins, les Premières Nations au Québec, ici, n'ont pas été vaincus par aucune guerre. Ceux qui disent qu'on a été vaincus, peut-être qu'ils se mélangent avec ceux-là d'histoire américaine. Mais pas au Canada, pas au Québec. Ça, il faut corriger ça. Exact. Donc, vous n'êtes pas signataire d'aucun traité dans le cas d'une défaite. Exactement. On ne fait pas partie de cette entente-là ou de ce traité-là. Ceci dit, il y a quand même d'autres choses qui sont passées par la suite. Il y a plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu des premières guerres bactériologiques où on voulait décimer les premiers peuples par des couvertures infectées. C'était des maladies à l'époque. Notre système immunitaire, à cette époque-là, n'était pas prêt à combattre une autre maladie qui venait d'un autre pays. Donc, notre système immunitaire était presque à 0. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes de vie dans ces temps-là, parce que c'était la colonie anglaise qui avait donné des couvertures infectées à des Premières Nations. C'était d'ailleurs le premier ministre canadien. Comment il s'appelait, celui dans la... Je pense que c'est MacDonald. Dans la statue a été arrachée, là. C'est lui, là, qui avait... Si je ne me trompe pas, c'est MacDonald. Ouais. Mais en tout cas, c'est une partie de l'histoire. C'est la première guerre bactériologique qui a été faite contre nous, les Premières Nations. J'entends d'ici, là, les chroniqueurs du Journal de Montréal nous parler de cancel culture. Moi, je pense que toutes ces très belles statues de personnages génocidaires du Canada devraient être dans des musées quelque part, mais pas exposées comme des héros.
Voilà, je ferme la parenthèse. Et j'en profite pour dire que tous les jours, je prends la rue Christophe Colomb et je pense qu'il serait temps de trouver un nom, par exemple, d'un grand résistant des Premières Nations. On pourrait mettre le nom d'un peuple, d'une nation aussi. Encore mieux. Un des grands artères, peut-être, à Montréal ou à Québec. Christophe Colomb, je vous avouerai que ça m'embête tous les matins. Allez-y. Donc, ça, c'est la petite histoire. Je vais l'appeler comme ça. Mais vous savez, il y a plein de choses comme ça qu'on n'apprend pas à l'école. C'est l'histoire effacée, que je dis volontairement, par les gouvernements. C'est mal connu, très mal connu. C'est pas étudié dans les universités, en tout cas très peu, je pense. Ceci dit, il y a quand même des batailles qui continuent. Il y a eu la Constitution, mettons, plus près de nous maintenant, à notre époque, là, au 19e siècle, le rapatriement de la Constitution canadienne. Je vous rappelle encore. Il y a eu une grande mobilisation des Premières Nations à travers le pays. Là, on parle de Trudeau-Père. Trudeau-Père, effectivement. Fin 20e. M. Pierre Elliott Trudeau, à l'époque, qui était premier ministre au Canada. Qui, lui, avec le rapatriement, il y a eu des discussions constitutionnelles, en guillemets, on va dire, où les Premières Nations avaient été ignorées, mais ils se sont imposés. Ils ont été au Parlement, ils ont élevé la voix, ils sont présentés sans permission devant le Parlement à Ottawa. Il y a eu des trains pleins de Premières Nations, des membres des Premières Nations qui se sont dirigés à Ottawa, autant à l'ouest qu'à l'est du pays, pour justement rappeler au Canada à l'ordre, pour leur dire qu'on est là, vous êtes sur nos terres non cédées. Vous avez signé aussi des traités numérotés avec nous, les Premières Nations, dont vous avez des engagements constitutionnels. La couronne a ces obligations-là de reconnaître et de respecter ses propres ententes-là au traité-là. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été amené à Ottawa il y a quelques années. Ça, c'est un petit peu avant 82. Mais quand même, avec ce mouvement-là de masse des Premières Nations, le Canada, finalement, a décidé d'inclure un article, plusieurs articles. L'article 35 de la Constitution canadienne, qui, elle, a été, qui dit qu'elle reconnaît, tout le texte, je ne le connais pas par cœur, mais c'est une reconnaissance formelle dans la Constitution canadienne des droits des Premières Nations, des peuples autochtones, des Métis, des Inuits, des Indiens, en guillemets. Là. C'est le langage qui a été utilisé à l'époque. Là. Gracieuseté de Christophe on n'est Colomb. pas des Indiens. Moi, je suis Anishinaabe algonquin. J'ai des amis voisines, il y a la nation Atikamekw, les Inuits, les Mi'kmaq, les Inuits. On peut en nommer plusieurs autres. Absolument. Qui ne sont pas nécessairement des Indiens. Hein? C'est des peuples distincts, plénière. Aucun Indien, en fait. Non, il n'y a pas d'Indiens. Ça n'existait pas à l'époque. Mais bien sûr, il y a eu des migrations, là, mais quand même, c'est mal connu. Et donc, mais c'est vraiment intéressant parce que en fait, à chaque moment, il a fallu arracher des reconnaissances et des droits. Il n'y a jamais rien qui s'est fait tout seul, malheureusement. Là. On en parlera après, mais la quantité de résistance qui passe par l'aspect juridique et toutes les procédures d'appel au niveau du fédéral comme au provincial qui sont faites à chaque fois que vous gagnez. Parce que le droit est avec vous, le droit est un outil vraiment important. Fait que là, on parle donc des débuts des années 80, où il y a un éveil, en fait, aussi dans l'engagement, et puis peut-être une prise de conscience aussi de la force que vous êtes. Moi, j'ai vu des images, justement, de ces moments-là. C'est des moments très, très forts de la politique canadienne, là, quand tout le monde débarque à Ottawa. C'est quand même énorme comme mouvement qu'il y a eu, mais ça pourrait se reproduire. Les Premières Nations ne sont pas endormies. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus qu'on se laisse faire. Ça aussi, c'est pas vrai. Mais on est patient. On est extrêmement patient. On veut que la société comprenne que nous, on est là. On va faire partie de cette réalité-là, de cette société-ci, maintenant et future, qu'on nous sommes incontournables. Personne, aucun gouvernement, peu importe la couleur, qui va être au pouvoir, pourra nous ignorer.
Ceci dit, il y a encore quand même, comme vous disiez, il y a eu beaucoup de gains au niveau des recours juridiques. Ça a été jusqu'à la Cour suprême. Il y a plusieurs causes qui ont été amenées par les Premières Nations à travers le pays dans le temps, depuis 1985, même un petit peu avant. Quelles sont les plus importantes? Chilcotin, c'en est une. Delgamuukw, côté de la nation algonquine. Mais les causes qui ont été apportées, c'était quoi les sujets les plus importants? Dans Chilcotin, c'était une question de territoire. Mm-hmm. Il y a une revendication, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me joue pas des tout, c'est M. Rogers, William Rogers, qui était chef héréditaire ou chef de la communauté à ce moment-là. Ou les deux, qui à la fois, je pense, chef héréditaire ou chef de la communauté. Mais lui, avec le mandat de sa population, parce que plusieurs communautés passent par des mandats de leur assemblée générale pour aller de l'avant avec un dossier, pour défendre un dossier. Ils doivent avoir le consentement de leur communauté. C'est comme ça que ça se passe chez nous, en tout cas. Moi, quand je demande un mandat, je dois aller en assemblée générale. L'assemblée générale me dit oui ou non, où je dois aller, quand je dois aller, puis si je peux aller plus loin. Mm-hmm. Souvent, on fait la démonstration que c'est nécessaire ou des risques. On regarde les deux côtés. Ceci dit, c'est comme ça qu'on parvient nos mandats. Monsieur Williams, il a eu ce mandat-là de son peuple, de sa communauté, pour aller plus loin. Et ça a pris plusieurs années, je pense que plus que 10 ans, avant d'avoir un gain de cause. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ça prend des histoires orales, des histoires écrites, des recherches, mais aussi des sous. C'est pas tout le monde qui a des sous pour se défendre. Mais cette communauté-là avait ses moyens, la capacité. Donc, ont été jusqu'au bout de leur cheminement. Donc, il y a eu un jugement en leur faveur qui reconnaissait une partie de leur territoire ancestral non cédé. Donc, il y a eu gain de cause devant la Cour suprême. Ça en dit long là, sur les titres non cédés qui peuvent être amenés jusqu'à la Cour suprême. Puis, il y a déjà jurisprudence à cet effet-là. On est toujours dans le rapport au territoire. Oui. Là, on parle des différents gains qui ont laissé une jurisprudence où on reconnaît évidemment vos droits ancestraux dans ces décisions-là. D'abord, par exemple, pour votre communauté, à vous, les Anishinaabe du Lac-Simon, c'est quoi les territoires ancestraux qui, pour vous, font partie de votre histoire, de vos droits ancestraux? C'est quand même... c'est assez immense. Malheureusement, je n'ai pas pensé à amener une carte. J'aurais pu vous le montrer. On pourra mettre un lien quelque part. Oui. Je pense que c'est public maintenant. Nous avons déposé, je pense, 2-3 ans maintenant, une carte que nous avions identifiée et présentée aux médias. Donc, vous auriez ça au public. Mais il faut comprendre que dans ce territoire-là, on touche aussi quand même quelques communautés. Nous, on dit que c'est un territoire d'occupation contemporaine. Pourquoi contemporaine? Parce que ça cible juste la communauté. Mais si on parle de territoire ancestral, c'est beaucoup plus large que ça, parce que là, on inclurait toutes les communautés dont je mentionnais tantôt, les 9 communautés. Ça serait beaucoup, beaucoup plus large. Donc, ça, c'est la partie où on est touché. Puis ce lien-là, il est toujours là. Il existe encore beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui occupent le territoire à plein temps, encore de nos jours. Ils reviennent une fois par mois ou deux pour faire leur commission, puis ils retournent en territoire. Peut-être une petite anecdote. Vous savez, quand il y a eu les grosses incendies, 2 ans maintenant, il y avait un couple d'aînés qui était en territoire. Ils n'avaient pas aucun moyen de communiquer, aucun moyen de transport. Et le feu n'était pas très, très loin dans leur lieu d'habitation. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de fumée. Ils sont quasiment restés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont embarqué leur chose la plus importante. Ils ont embarqué dans leur canot. Puis ils ont été au large, au lac, dans un lac, parce qu'ils habitaient à côté d'un lac. Fait ce qu'ils ont fait, ils ont mouillé une couverture, puis ils les ont mis par-dessus la tête. Il y avait beaucoup, beaucoup de fumée. Vraiment intense. C'est quand même grave. Là. Mais ça, c'est des gens qui occupent le territoire. Il n'y a pas de moyen de communication ou de sortie parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Ces gens-là, ils sont à pied.
Mm-hmm. Imaginez, il y en a des gens encore comme ça sur le territoire. Mm-hmm. Puis, qui en parle? Ah non. Qui en parle? C'est certainement pas le gouvernement qui... Ni les médias. Non, laissez-moi ni les vous médias, dire. malheureusement. Là, je vous le dis parce que c'est vraiment arrivé. Puis là, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avisé la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec qui mobilisait un hélicoptère pour justement aller chercher ces personnes-là. Il les a quasiment pas trouvés parce que les autres, ils cherchaient à border auprès du campement. Mm-hmm. Mais ils étaient en plein milieu du lac, en canot. Heureusement, le pilote a pu les localiser puis il a pu les sortir de leur pétrin. J'avoue qu'on n'en a jamais entendu parler. Non. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que s'il y avait 2 randonneurs, n'importe lesquels, de Montréal ou de passage de Paris ou je ne sais pas trop qui étaient pris dans les flammes, ben, on aurait eu des éditions spéciales. C'est assez terrible. C'est la même chose pour les femmes et filles disparues. Ça existe encore beaucoup. Puis c'est très peu connu, c'est pas très publicisé. C'est vraiment triste. Là. Oui, moi j'en ai été témoin, puis on va y arriver dans pas longtemps, mais quand vous êtes allé à l'ONU il y a pas longtemps pour justement rappeler les obligations du Québec et du Canada, puis je voudrais pas sauter des étapes, mais j'étais impressionné du peu de couverture pour quelque chose d'aussi important. Je veux dire, des Premières Nations qui se déplacent jusqu'à New York pour revendiquer dans des discours publics à l'ONU des droits. Et puis, il y a eu 2-3 entrevues, un article. C'est les biais et puis aussi la complicité d'un certain nombre de médias est vraiment très dommageable, en fait. Évidemment pour vous en premier, mais pour la société au complet. C'est-à-dire que ça fait en sorte que il y a juste des idées reçues qui restent. Il n'y a pas assez de profondeur, en gros. Donc, comment c'est fait, en fait, à quel moment le Canada est rentré a signé la Déclaration des droits des peuples autochtones et quelles sont les conséquences de cette déclaration-là, qui est quand même un droit majeur. Là. Absolument. C'est quelque chose qui est reconnu maintenant au niveau international. D'autres pays ont déjà commencé à l'appliquer en termes d'harmonisation de leur législation dans leurs pays respectifs. Le Canada, dernièrement, il n'y a pas si longtemps, a fait sa propre législation. Fait que juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent, donc dans le droit international, la première étape, c'est de signer un accord qui devient obligatoire. Et ce qui est obligatoire, c'est de l'introduire dans le corpus à l'intérieur même du pays. Oui. Et là, en gros, il n'y a pas vraiment de limite de temps, sauf que c'est quand même obligatoire. Donc vous pouvez... Moi, je connais bien ce dossier-là parce que je m'étais battu pour que le Canada gèle l'argent des dictateurs qui fuient leur pays quand les pays mettent à la porte les dictateurs. Et le Canada était signataire, justement. Fait que c'est quelque chose que j'ai eu la chance de comprendre. Et donc, en fin de compte, le Canada a l'obligation de le rentrer dans son corpus. Des fois, il traîne beaucoup, des fois, il traîne moins. Et donc, ça peut être une obligation sans être encore dans la loi. D'ailleurs, on a un problème actuellement avec le Québec qui reconnaît. Mais donc, je vous laisse continuer juste pour que... Ouais, effectivement, donc, on parle de quelle année, là, en ce moment? Oui, ça date quand même d'un bon 10 ans, si je ne me trompe pas, qui a été signé par le Canada. Mais je vais revenir peut-être un petit peu en arrière, avant la signature. Il y a quand même beaucoup de négociations, de tergiversations entre les parties à l'époque. Il y a eu des représentants avocats de Premières Nations qui ont participé à la rédaction de cette loi-là internationale. Donc, il y en a quand même eu plusieurs là, au cours des dernières années. Donc, le Canada a quand même, les États-Unis, puis je ne m'en souviens plus, l'autre, me semble, c'est l'Australie, puis un autre pays que je ne me souviens pas, qui avait refusé de la signer. Mais déjà, il y avait plus de centaines de pays, je pense qu'ils avaient déjà signé avant le Canada et les États-Unis. Ça a pris quelques années avant que le Canada accepte de signer cette déclaration-là des droits des peuples autochtones. Quelques années.
Ceci dit, il y a eu quand même de l'avancée, mais il a fallu des batailles politiques pour justement convaincre que le Canada sortait gagnant quand même, parce que c'est quand même des droits minimaux. On parle bien de droits minimaux. C'est ça. Pour moi, je veux dire, même comme politicien, nous à Québec solidaire, on l'appuie. Il y a plusieurs motions qu'on a déposées à l'Assemblée nationale pour l'appuyer qui ont été votées à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on pense que ça a des conséquences très importantes dans la réconciliation. Oui. Étant donné, qu'effectivement, elle a été coécrite par des Premières Nations, que c'est du droit international. Exact. Et aussi que ça a été des revendications qui viennent justement des Premières Nations, fait qu'il faut absolument qu'on y soit à l'écoute. Et puis, c'est pas des petits droits, là. C'est important, là, pour la suite des choses. Effectivement. Fait que je vous propose de continuer là-dessus, et puis ensuite, on ira au projet de loi. Oui, oui. Donc, comme je disais, il y a quand même des batailles politiques qui ont été faites avec les différents gouvernements, parce qu'il n'y a pas juste un seul gouvernement, un seul parti. Il y a eu la bataille avec les conservateurs, les du temps de Harper. Oui, dans le temps de Harper. Il y a quand même eu l'histoire des pensionnats aussi au travers de ça. Les excuses des conservateurs de M. Harper, comme ancien premier ministre, c'est lui qui était au pouvoir. Encore une fois, ça a été des batailles juridiques. Il y a la commission. Il y a la commission d'enquête qu'il y avait eu. La commission vient aussi, qui a eu donné des résultats. On parlait à ce moment-là de génocide culturel. Oui, génocide culturel. Donc, on parle de racisme systémique. C'est ça que ça conduit, génocide culturel. Donc, puis d'une violence inouïe. C'est extrême, là. On parle de gens qui ont perdu des vies, des gens qui ont disparu, là. Mais, ceci dit, la déclaration nous a aidés à cheminer à travers tous ces batailles-là. Ça a servi dans plusieurs causes, mais aussi l'article 35 de la Constitution qu'on parlait tantôt, qui maintenant reconnaît les droits des peuples autochtones, des Métis et des Inuits. C'est tous des éléments qui ont été bâtis par et pour les Premières Nations, par nous, les Premières Nations, contre justement des gouvernements qui ne voulaient pas reconnaître nos droits. C'est toujours une bataille, tous les jours. Donc, pour nous, c'est pas nécessairement des batailles comme on connaît, tu sais, l'armée, là, c'est pas ça. Les Premières Nations, c'est pas ça. Les Premières Nations aiment la paix, ils veulent la paix. Ils veulent être respectés et reconnus dans leur plein droit sur leur territoire non cédé. Ça, c'est important. On veut quand même parler de réconciliation avec toutes les horreurs, les atrocités qu'on a vécues. On parle quand même de réconciliation. Vous savez, c'est pas facile de parler de réconciliation après tous ces événements-là. Encore une fois, c'est nous, les Premières Nations, qui faisons ce poids-là important. Mais on semble souvent on se sent seul, souvent, à parler de réconciliation en réalité. Réconciliation législative, économique et sociale. Donc, ces trois piliers-là doivent avancer en même temps. Fait que c'est quoi les conditions d'une réconciliation réussie? Ben écoutez, moi, je pense que le plus important, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des droits territoriaux, des territoires non cédés. C'est des éléments qui sont cruciaux, ils sont de base pour la suite des choses. On ne peut pas partir de d'autres choses. On refuse de partir sur d'autres choses que ces éléments-là importants, à nos yeux. Le lien est là, comme je disais tantôt. Ce lien avec le territoire est sacré, puis il va le rester longtemps. Et puis pour les gens qui nous écoutent, la reconnaissance, ça ne veut pas dire l'enfermement. Moi, je vous ai déjà entendu à plusieurs reprises. Oui. Évidemment, la collaboration, l'essor aussi économique d'un certain nombre de projets, mais le respect, l'idée aussi du consentement éclairé. Éclairé, oui. Exact, qu'on retrouve dans la Charte, justement. Pas la Charte du Canada, là, je parle des questions des droits des personnes autochtones. Et c'est vraiment, vraiment important.
l'idée de coécrire aussi les projets de loi qui touchent directement aux territoires justement ancestraux, plutôt que, depuis que je suis élu à plusieurs reprises, évidemment les Premières Nations viennent en commission et à chaque fois, ils rappellent que c'est une preuve de bonne foi et d'ouverture, mais que ce n'est pas le genre de collaboration qui ne devrait pas être invité comme n'importe quelle association qui vient émettre un avis qu'il devrait coécrire. Si on parle de l'exploitation minière, par exemple, ou si on parle de l'exploitation de la forêt, ben, il est évident qu'il faut coécrire ces projets-là, qui sont des projets d'avenir pour les Premières Nations, mais pour évidemment le Québec au complet. Là, et c'est triste parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a de l'ouverture et en même temps à quel point il y a de la fermeté dans la demande de dignité, de respect. Et à quel point les gens, ça m'a frappé là, et puis on va peut-être se déplacer petit à petit vers la question de la forêt, quand il y avait le sommet organisé par les différents syndicats à Chicoutimi, il y a maintenant 4 semaines peut-être, des syndicats qui travaillent dans l'exploitation du bois, il y avait, on sent une compréhension bien meilleure de l'importance qu'est de cette reconnaissance des droits et de à quel point est-ce que d'autres, évidemment, ça serait diminuer un peu les enjeux, mais quand même, il y a la question de l'acceptabilité sociale. Bon, dans votre cas, vous, c'est tout simplement des questions de droit. Bon. Par rapport à la totale déconnexion de l'exécutif, de l'État, du gouvernement, de la CAQ, de ne pas comprendre les conséquences dramatiques que ça a sur le terrain. Parce qu'il y a une cohabitation. Vous avez travaillé vous-même dans l'industrie du bois pendant des années. Il y a une connaissance mutuelle très, très profonde qui est vraiment beaucoup plus profonde que la connaissance de la ministre, en tout respect à la ministre, sur ce qui se passe dans l'exploitation du bois. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment une convergence sur beaucoup de choses. Et l'idée de dire on ne doit pas, pour des raisons de conviction, mais aussi pour des raisons tactiques et stratégiques, se mettre à dos les Premières Nations. C'est pas vrai. C'est fini le temps où on fait juste écraser les droits des Premières Nations pour avancer. Ben, écoutez, on a entendu certains politiciens, pour ne pas les nommer, là, M. Legault, il avait dit à un moment donné, les Premières Nations n'ont pas de droit de veto. Ça, c'est un épouvantail qui ressort de temps en temps quand il y a une question des Premières Nations ou de leurs droits. Parce que justement, la déclaration en question donne pas mal un droit de veto. Ben écoutez, nous, on ne demande pas un droit de veto. On ne l'a jamais demandé. Mais vous devez consentir quand même. Je veux dire, c'est l'ouverture qu'on a de parler de réconciliation. C'est un terme, c'est un mot qui va loin, la réconciliation. Malgré tout ce qui se passe, on veut avancer. On parle de coécriture. Démontrer de la bonne foi, c'est ça. C'est pas une consultation dans le vent, là. C'est vraiment une réelle participation, une réelle collaboration qu'on souhaite. Exact. Donc, il y a une différence entre ce que vous avez le droit de faire et ce que vous comptez faire. Moi, ce que j'entends, c'est que ce que vous espérez, c'est une véritable collaboration, une construction d'un avenir commun, une coécriture des lois en question. Là, ça, c'est quelque chose de vraiment important que Manon Massé porte à l'Assemblée nationale dès qu'elle est capable. Et c'est vraiment, vraiment important. Mais de l'autre côté, s'il n'y a pas cette collaboration, il reste la justice. Là. Et puis, la bataille n'est pas terminée, ça. On connaît déjà nos étapes à nous. On va dire que ce n'est pas notre première tempête. Comme je vous disais tantôt, un peu d'histoire, on a vécu quelques tempêtes importantes. On est passé à travers. M. Legault et son équipe, pour nous... Ils vont partir et vous allez rester. Nous, je l'annonce. On va être là encore très longtemps. On va être là encore très longtemps. Donc, c'était une autre bataille, oui. C'était une autre tempête, oui. Mais on connaît le système. On connaît ses limites aussi. Exact. Mais nous, on va continuer et rester debout puis faire face à la tempête.
Fait que pour donner quelques exemples concrets, il y a eu une décision il y a quelques mois maintenant où le gouvernement a été impacté sur les questions des mines, où il n'y a pas eu la concertation qui est là. On parle du corpus qu'on a actuellement, qu'ils n'ont même pas respecté leur propre loi sur la concertation des Premières Nations. Exact. Et pour voir à quel point est-ce que quand même ils ont du front, alors qu'ils étaient en train de réécrire un projet de loi sur les mines, où évidemment il n'y a pas eu de coécriture, et puis on s'entend qu'à peu près toutes les mines se trouvent dans des territoires ancestraux. Exact. Ils ont porté en appel cette décision de justice, plutôt que de se dire comment est-ce que maintenant on peut corriger pour l'avenir. C'est vraiment triste, la vérité, c'est triste à voir. Et l'autre chose que je vous ai déjà entendu dénoncer, c'est l'idée de dire mais ça prend tellement de temps de gagner que souvent, malheureusement, les dommages au territoire sont déjà irréversibles pour beaucoup d'entre eux. Fait qu'on a l'impression qu'il y a comme une stratégie, on exténue d'un côté les Premières Nations, ça prend du temps, de l'argent, vous en avez parlé tout à l'heure, et de l'autre côté en plus, on sait que ça va prendre assez de temps pour pouvoir quand même exploiter et détruire une partie du territoire. Ça a toujours été la façon de faire des gouvernements, étirer le plus possible, le plus longtemps dans le temps, pour justement continuer à exploiter le territoire. Les réflexes coloniaux sont... C'est vraiment un esprit, colonial. Mais en même temps, on ne peut pas le décrire autrement. Quand tu sais que ça ne t'appartient pas, tu exploites au maximum. C'est pas à toi, c'est encore aller sur excusez l'expression. Mais c'est la façon de penser des gouvernements, malheureusement. Puis souvent, les gens, les travailleurs, les employés, les contracteurs, ils sont pris en otage. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on comprend. Moi, j'ai déjà travaillé avec les minières, j'ai travaillé avec l'industrie forestière, j'ai eu des contrats avec eux autres. Puis je sais très bien comment ça fonctionne. Puis je vais vous dire, les gens qui ont des gros paiements, là, il y en a beaucoup. Mais ils sont endettés, vraiment, là. C'est grave, là. Puis je les plains dans le sens qu'ils n'ont pas le choix. Ces gens-là, d'avoir d'autres contrats, puis d'essayer de maximiser leur revenu. Ces gens-là, ils deviennent pas riches, hein, on le sait, j'en connais. Ils sont terriblement... Bien, mais ils vivent bien, c'est correct. Tout le monde a le droit de vivre selon sa volonté, sa vision. Mais quand même... Mais ça a des limites. Et là, si on ne rentre pas juste dans la question de vos droits, mais c'est quand même une industrie qui a perdu 30% de ses travailleurs et travailleuses sur à peu près les 20 dernières années. Donc, on a perdu 30 000 sur 130 000 en 20 ans à peu près. De l'autre côté, le bois, il est de plus en plus loin et les troncs de plus en plus petits, fait qu'on n'est pas capable de faire autre chose que des 2x4. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir encore des pertes d'emploi. Parce qu'il n'y a plus autant de forêts matures. Exact. Ce qui reste, il ne reste pas grand-chose. Ça, il ne dit pas. Quand il dit 30%, mais où est-ce qu'il va prendre cette forêt? C'est quoi le diamètre moyen de ces forêts-là? Dans quel secteur se trouvent ces forêts? Dans quel territoire des Premières Nations se trouvent ces forêts-là? Fait que je rappelle, le 30% dont on parle, c'est qu'il y a un 30% pour une exploitation massive. Exact. Il y a un 30% qui serait aussi de l'exploitation, mais on aurait aussi d'autres sortes de cohabitation, disons, avec faire pousser des champignons, et puis évidemment la chasse, et puis etc. Bon. Et un troisième qui serait, lui, protégé. Bon. Ouais. On s'attend à ce que ce soit autour d'un tiers, mais et puis un tiers de 92% de la forêt, parce que 92% de la forêt publique est publique, ce qui est quelque chose d'extraordinaire au Québec. On a quand même quelque chose d'important qui d'ailleurs facilite la vision de la réconciliation, parce qu'il y a quelque chose à faire, alors qu'aux États-Unis, ils ont privatisé absolument toutes les forêts. Là, c'est une reconnaissance du fait que c'est commun, c'est un bien commun. Et puis là, va falloir imaginer son avenir. Il est vivant, cette forêt-là, elle est vivante. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a des limites. On fera probablement un podcast pour entrer plus en profondeur sur l'industrie en tant que telle. Fait qu'on va continuer
avec donc je voulais pas vous couper. Donc dans ce qui est proposé sur la table, quels sont les plus gros problèmes que vous voyez de ce projet de loi? Ben, c'est justement en lien avec la triade, avec ce que vous venez d'expliquer là. Vous savez, on ne peut pas scinder ou couper à moitié ou un tiers les droits d'un peuple. Mm-hmm. On ne peut pas limiter son accès à son propre territoire, son territoire national. On ne peut pas obliger les familles à se retirer d'un territoire qu'ils occupent depuis des millénaires. Mm-hmm. Là, c'est exactement là où il y a un impair au niveau juridique. Puis là, les familles, ils vont quand même y aller. Avec ou sans cette loi-là, les familles, je vous le dis, ils vont quand même aller dans ces territoires-là. Mm-hmm. Ils vont avoir des levées de boucliers si ça continue. Jamais les Premières Nations vont accepter à ce que leurs droits ou leur territoire soient scindés. Mm-hmm. Jamais. Ça n'arrivera pas. Je le dis quand même très ouvertement, très directement, mais ça, il ne faut pas le voir ça comme une menace, mais plutôt comme un bouclier pour l'environnement. Mm-hmm. Nos droits peuvent servir à aider à protéger la biodiversité et l'environnement. D'ailleurs, dans la COP15 qui a eu lieu à Montréal, c'était une des premières choses qui était sortie. J'y étais. Exact. Oui, effectivement. Parce que ça, j'y étais à ce moment-là, avec plusieurs autres entités, organisations environnementales, mais aussi des Premières Nations. Mm-hmm. Puis c'est un élément crucial. Quand même, le Canada fait partie de ces gouvernements-là qui ont embarqué dans COP15. Mm-hmm. Puis le Québec doit suivre aussi. S'il parle d'un État-nation, d'un État de droit, hein, c'est vraiment... le climat, ça touche tout le monde. C'est pas une question de couleur ni de société. Ça touche absolument tout le monde. Mm-hmm. Ça, c'est le climat. Il faut vraiment y regarder ça de près là. Et je rappelle, encore une fois, que vous n'êtes pas contre l'exploitation forestière. Vous êtes pour que ça se fasse bien en collaboration, respect du territoire. Quand on voit la rapidité à laquelle on donne des territoires au privé pour qu'ils se fassent couper, mais qu'on est incapable de dire quel territoire on doit absolument sauvegarder pour sauver le caribou, par exemple, évidemment, ça ne nous laisse pas optimistes. Le tiers dont on parle pour l'exploitation, ça ne serait même pas l'État qui le gérerait, ça serait le privé qui gérerait tout, en fait, y compris les conversations avec vous. Et je veux dire... nous, on ne parlera pas avec le privé. C'est avec la couronne. C'est avec la couronne avec qui on parlera. Puis ça, c'est important de le rappeler. Puis l'autre chose, je rappelle aux gens, c'est qu'il y a eu un jugement de la Cour supérieure concernant le dossier de caribou chez les Inuits, Mashtoyats, qui ont eu gain de cause. Puis dans ce jugement-là, le Québec a été sommé. Il a été sommé de respecter les droits des Premières Nations, autant au niveau consultatif que d'acceptabilité sociale. Donc, le Québec a fait fi de ce jugement-là, puis il va encore à l'encontre d'un jugement. C'est terrible. Moi, j'ai questionné la ministre, justement, sur la question du caribou, et puis elle avait quand même le culot de me dire que ça se passait bien, qu'à Charlevoix, on en avait plus, etc. Je veux dire... On est rendu à avoir des caribous dans des enclos. C'est comme des zoos, là, rendus là, je veux dire. C'est assez terrible. On arrive à la fin du podcast. Peut-être conclure en disant que dans un monde idéal, c'est quoi, vous, votre vision de la forêt? La forêt est vivante. Elle régule le climat. On ne peut pas jouer juste un aménagiste sur l'apprenti sorcier. C'est ce que fait la ministre actuellement avec son gouvernement. Il parle aussi beaucoup de son chef forestier qui est indépendant. C'est pas vrai. Allez voir au ministère, dans son ministère à elle, où se situe ce chef forestier-là. Ben, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il est rattaché à elle. Et il est, monsieur le chef forestier, il est un sous-ministre.
Donc, de là à dire que son chef forestier, d'où il tient toutes ses suggestions, recommandations, qu'il est indépendant, c'est mentir aux gens. Carrément, c'est mentir aux gens. C'est ça que l'insulte à l'intelligence des gens. C'est vraiment intéressant, et puis on va conclure là-dessus, parce que ce que j'ai beaucoup entendu de pratiquement tous les joueurs, c'était de dire qu'il fallait absolument... Tu sais, la CAQ a comme l'habitude de créer des affaires pour se déresponsabiliser. Bon, donc là, il crée une affaire pour les infrastructures, il crée une affaire pour la santé. Mais là où ça compte vraiment, de créer quelque chose d'à côté qui serait indépendant et qui s'assurerait d'une saine gouvernance de ce bien commun qu'est la forêt, ben là, ils ne le font pas. Là, non seulement, effectivement, il y a un problème de gouvernance par rapport au chef forestier, mais en plus, on se retrouve à empirer la situation parce qu'on va déléguer une bonne partie de la gouvernance au niveau du privé. Et Dieu sait que ça a été une catastrophe. Et puis même, tout ce qui s'est passé après l'erreur boréale, etc., était venu pour corriger justement des situations où on déléguait beaucoup trop de pouvoir au privé. La commission Coulombe l'a clairement dit, il l'a énoncé. Exact. Donc, le gouvernement continue à faire des erreurs après erreurs. C'est pas juste des erreurs, c'est une horreur boréale. Fait que je vais conclure sur une note franchement positive. C'est que je n'ai jamais vu, à un stade aussi tôt dans un processus de changement législatif, une coalition aussi large qui contient évidemment les Premières Nations, mais aussi tous les syndicats des travailleuses et travailleurs de la forêt, mais aussi tous les scientifiques, les spécialistes du sujet, et aussi évidemment les groupes écologistes. Puis on ne parle pas, mais je veux dire, il y a aussi ceux qui font pousser des champignons dans la forêt, il y a aussi tous ceux qui ont un rapport de chasse, de villagiature, etc. Et cette coalition terriblement large, très différente, mais d'accord sur le fond de la démocratisation du rapport à ce bien commun qu'est la forêt, du respect des droits ancestraux des Premières Nations, aussi de l'idée de dire que les travailleuses et travailleurs du bois doivent absolument avoir des débouchés et trouver une évolution de l'économie qui ne les met pas de côté. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui unit tout le monde, fait que je reste optimiste pour la suite des choses. Et puis, encore une fois, toute cette société civile va rester. Il faut dire que la démocratie au Québec, avec ce parti-là, est vraiment très malmenée. C'est grave. Là. Si les gens ne s'en rendent pas compte, là, il faut vraiment quelque chose. Je ne sais pas quoi ça va prendre pour réveiller ces gens-là. Mais on est vraiment, excusez l'expression, mal foutus dans le moment. C'est sûr, mais avec l'engagement citoyen, je pense qu'encore une fois, on peut imaginer quelque chose de positif. Et puis, évidemment, c'est facile d'imaginer le départ de la CAQ dans un an. Fait que ça, on va espérer pour le mieux. Pour le mieux, oui. Ça, c'est le plus important, effectivement. Merci infiniment d'avoir participé à ce balado vraiment instructif. Et voilà, lâchez pas, on sera là. Merci à vous. Bonne journée. Rich.